Imaginez-vous assister à un dîner élégant, entouré de proches qui n'ont Dieu que pour une seule personne. L'air est rempli de rire et de toasts, mais vous savez qu'une fois de plus, vous ne serez plus qu'une ombre dans votre propre famille. C'est exactement ainsi que Stacy, à 35 ans, a vécu la nuit qui a tout changé. Dans un restaurant très fréquenté de Chicago, alors que la famille célébrait le 36e anniversaire de mariage de leurs parents, un commentaire cruel a tranché l'air comme une lame. La voix glaciale et les yeux fixés sur elle, son père prononça ces mots qui résonneraient à jamais, si seulement Noreen était notre fille unique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le sourire triomphant de sa sœur, plus douloureux que n'importe quelle insulte. Tous les regards se tournèrent vers Stacy, qui sentit sa poitrine brûler, non pas de larmes, mais d'une colère sourde et définitive. Pendant des années, elle s'était consacrée à son entreprise familiale en faillite, investissant de l'argent, du temps et de l'expertise tout en ne récoltant que du mépris en retour. Cette nuit-là, quelque chose en elle s'est brisé. Il n'y aurait plus de concessions. Dès son plus jeune âge, Stacy a appris ce que c'était que d'être invisible. Philippe et Carole, ses parents, n'ont jamais caché leur préférence pour Noreen, la fille parfaite, des notes impeccables, des trophées débattus, un sourire qui enchantait tout le monde. Alors que Noreen était applaudie pour chaque petite réalisation, Stacy méritait à peine un coup d'œil. La douleur de ses souvenirs brûle encore, comme la fois où elle a gagné un concours de mathématiques et où ses parents ne se sont même pas présentés, trop occupés à louer le spectacle de danse de sa sœur. Noreen absorbait toute cette admiration naturellement, comme si c'était son droit de naissance, lançant des regards de supériorité qui blessaient plus que des mots. Le favoritisme ne se limite pas aux éloges. Lors des réunions de famille, les conversations tournaient autour des réalisations de Noreen, ses promotions, ses projets grandioses, son prétendu génie en affaires. Si Stacy osait ouvrir la bouche, elle était coupée par un sec « laisse ta sœur parler ». Il a appris très tôt à garder le silence, ravalant l'humiliation en silence. Mais l'indifférence ne s'arrête pas là. Lors d'événements, tandis que Noreen était exhibée comme un trophée, Stacy était ignorée, comme lors du mariage d'un cousin où ses parents passaient toute la nuit à se vanter du nouveau poste de sa sœur dans une chaîne de vente au détail, sans même mentionner que Stacy venait d'accepter un poste de directrice financière dans une entreprise solide. Le pire, cependant, était l'entreprise familiale, un petit magasin de vêtements et d'accessoires à Chicago, toujours au bord de la faillite à cause d'une mauvaise gestion. Chaque mois, comme un rituel douloureux, Stacy transférait $500 de ses économies et consacrait des heures à des conseils financiers qui gardaient les portes ouvertes. J'ai examiné des feuilles de calcul, renégocié des dettes, optimisé des stocks, le tout sans même un seul merci. Pendant ce temps, ses parents attribuaient toute vague amélioration aux idées brillantes de Noreen, comme une nouvelle affiche ou une réduction promotionnelle. Le vrai travail, le sacrifice, revenait à elle, Stacy, mais la gloire revenait toujours aux pieds de sa sœur. Elle n'était pas naïve. Elle savait qu'il comptait sur elle pour sa compétence, pas pour son affection. Chaque transfert était un serrement de poitrine, un rappel des vacances reportées, de l'appartement qui ne s'améliorait jamais. Mais elle a persisté, poussée par le sens du devoir, par l'espoir obstiné qu'un jour il serait juste. Des nuits blanches à régler des comptes, à corriger des erreurs qui coûteraient des milliers de dollars aux parents, tandis que, sans sourciller, courait pour entendre les projets fous de Noreen, qui n'ont jamais abouti. Ce n'était pas seulement l'argent qui faisait mal, mais aussi la cruelle indifférence. Un jour, après des semaines passées à résoudre un problème fiscal complexe, sa mère a simplement répondu « C'est bien ». Au fait, Noreen organise une grande vente le mois prochain. Non merci. Aucune reconnaissance. Son père, déjà au téléphone avec sa sœur, ne regardait même pas dans sa direction. Noreen, bien sûr, a alimenté ce jeu. Il accepta les compliments avec un air de supériorité, lançant à Stacy des regards pitoyables, comme si elle représentait un projet caritatif. À 20 ans, lors d'un barbecue familial, sa sœur a plaisanté, en disant que Stacy devrait se sentir chanceuse d'être la fille de secours. La mère a ri. Son père ne l'a pas grondée. Ce souvenir restait gravé comme un couteau qui se retournait à chaque nouvel hommage rendu à sa sœur. Pourtant, Stacy a continué à aider,
mois après mois, comme si l'amour pouvait s'acheter par des sacrifices. Aujourd'hui, j'y vois clair, ce n'était qu'un outil, l'assurance chômage humaine. Votre temps, votre talent, votre sueur, tout a été utilisé, mais jamais valorisé. Chaque appel tard dans la nuit pour résoudre les crises financières, chaque centime envoyé était une tentative désespérée d'obtenir une miette d'approbation qui n'est jamais arrivée. Ils ont accepté son aide, mais ont crédité Norine de tout succès, comme si c'était elle qui maintenait l'entreprise à flot. Des nuits blanches, à regarder le plafond en me demandant pourquoi. Loyauté? Blâmer? Une étincelle d'espoir qu'un jour il la verrait? Cet espoir est mort cette nuit d'anniversaire. Après une vie de second choix, Stacy a décidé que ça suffisait. Le restaurant, autrefois plein de rire, se tut tandis qu'elle se levait, ses talons claquant sur le parquet tandis qu'elle exposait, étape par étape, le plan qui allait tout changer. Une semaine plus tard, le souhait de ses parents s'est réalisé mais pas de la manière qu'ils espéraient. Son monde parfait a commencé à s'effondrer et Stacy a finalement poussé un soupir de soulagement. Maintenant, mettez-vous à sa place. Comment réagiriez-vous? D'où lisez-vous cette histoire? Je veux savoir jusqu'où elle est venue. De laisser votre théâtre bon marché saper ma réputation. Pendant qu'elle se noyait dans les mensonges pour sauver la face, je construisais quelque chose de réel, quelque chose que ni elle ni eux ne pouvaient toucher. Le bureau est devenu mon refuge. Entre les feuilles de calcul et les réunions, j'ai trouvé une clarté que je n'avais jamais eue lors de ces dîners de famille étouffants. Mes clients me respectaient. Mes patrons ont reconnu mon travail. Et pour la première fois, je n'ai eu à faire mes preuves à personne. Il n'y avait aucun regard de dédain lorsque je parlais, aucun ricanement lorsque je suggérais une idée. Ici, j'étais si compétente, fiable, indispensable sans guillemets, sans ironie. Mais ils n'ont pas abandonné. Bien sûr. Un après-midi, alors que je lisais un rapport, mon téléphone portable a vibré avec un appel inconnu. J'ai répondu instinctivement et la voix à l'autre bout du fil était comme un coup de poing dans le ventre. Stacy, c'est tante Margaret. Ta mère m'a demandé d'appeler. Ils sont inquiets pour toi. Inquiets. Le mot sonnait comme une insulte. Comme s'ils avaient finalement le droit de s'inquiéter. Comme si j'étais l'irresponsable, l'ingrate, la fille qui a abandonné la famille. Vous ont-ils dit pourquoi je suis inquiet? Ai-je demandé, ma voix glaciale. Un silence hésitant. Eh bien, ils ont dit que tu traversais une période difficile. Que tu agis de manière impulsive. Impulsif. Comme si les années d'humiliation, d'effacement, de faute, étaient des moments difficiles. Comme si ma décision n'était pas la chose la plus rationnelle que j'ai jamais faite. Tante Margaret, interrompis-je, sans laisser de place à la discussion, je ne traverse rien. Je vis enfin. Dites-leur qu'ils ne me verront plus. Pas à Noël, pas aux anniversaires, pas quand leur entreprise fait faillite pour de bon. Je suis absent. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Ses mains tremblaient, mais pas de doute, mais de soulagement. Chaque mois avait été une brique dans le mur que je construisais entre eux et moi. Et, pour la première fois, il n'y avait aucune faille. Norine, bien entendu, n'acceptait pas la défaite. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée à mon adresse manuscrite, comme si cela la rendait plus sincère. L'enveloppe portait le parfum trop sucré qu'elle portait toujours, comme si elle voulait m'étouffer avant même que je l'ouvre. À l'intérieur, des mots soigneusement choisis, Stacy, je comprends que tu es blessée, mais cela va trop loin. Tu détruis notre famille. Pensez à ce que vous faites. Détruire. Comme si elle n'avait pas passé des années à détruire mon estime de soi. Comme s'il n'avait détruit aucune chance de confiance entre nous. J'ai jeté la lettre à la poubelle sans la terminer. Cela ne valait pas mon temps. Et puis vint le coup final. Un email de mon père, avec le sujet en gras, dernière chance. À l'intérieur, il n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance. Juste une menace voilée, si vous ne reconsidérez pas votre décision, nous devrons engager des poursuites judiciaires. Après tout, vous avez des responsabilités financières envers l'entreprise familiale. Responsabilité.
Comme si je n'avais pas sauvé cet endroit plus de fois qu'il ne le méritait. Comme si c'était moi le débiteur, et non eux, qui avait sucé mon salaire, mon temps, ma santé mentale pendant des années. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu par 2 mots. Fais-le. J'ai supprimé l'email. Il n'y avait aucune crainte. Il n'y avait aucun regret. Il n'y avait qu'une seule certitude, j'avais gagné. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais le contrôle. Ils pouvaient poursuivre en justice, ils pouvaient diffamer, ils pouvaient crier à quiconque voulait bien les écouter. Rien de tout cela ne changerait le fait que pendant qu'ils se noyaient sous les dettes et les mensonges, j'étais libre. Et cette liberté? C'était inestimable. La laisser m'entraîner dans la boue avec ses mensonges? Certainement pas. Assis à mon bureau, j'imaginais le magasin s'effondrer sans mon soutien. Je les ai vus courir partout comme des cafards étourdis, essayant de réparer ce que j'avais enduré pendant des années avec du sang, de la sueur et mon propre salaire. Je ne me sentais pas désolée. J'ai ressenti une détermination froide, coupante comme une lame. Ils avaient dépassé toutes les limites. Et maintenant, ils récolteraient ce qu'ils avaient semé. Cela n'allait pas simplement disparaître. Cela préparait le terrain pour leur chute. Et ce n'était pas encore fini. Une semaine plus tard, j'ai pris un vol pour la Floride. Rendre visite à mon grand-père, Henri, n'était pas une impulsion. C'était une décision stratégique. Des jours passés à ignorer les messages vocaux de mon père, les courriels manipulateurs de ma mère et les publications venimeuses de Norine sur Facebook. Chacun d'eux essaie de me ramener dans sa toile. Mais je n'y retournerai pas. Ni pour le magasin, ni pour le drame, ni pour les mensonges. J'avais besoin de quelqu'un pour m'écouter. Quelqu'un qui a le pouvoir de changer la donne. Et mon grand-père était ce quelqu'un. Il a toujours été juste, un homme silencieux qui voyait au-delà des masques. Je savais que tu m'écouterais. Le vol de Chicago à Tampa a duré un peu plus de 2 heures, suffisamment de temps pour répéter chaque mot que je dirais. Quand j'ai atterri dans l'air humide de la Floride, j'ai loué une voiture et je me suis dirigée vers la petite maison de grand-père au bord de la mer. Il était déjà sur le porche, son visage buriné s'éclairant d'un sourire lorsque je m'arrêtai devant. « On dirait que vous êtes arrivé avec un poids sur les épaules, dit-il d'une voix rauque mais accueillante. Son étreinte était serrée et pendant un instant, j'ai senti le fardeau des dernières semaines s'installer dans ma poitrine. Nous nous sommes assis dans le salon, avec le bourdonnement d'un vieux ventilateur en arrière-plan, et j'ai tout laissé sortir. J'ai commencé par le dîner d'anniversaire. J'ai raconté comment mon père s'est levé, un verre à la main, et a déclaré qu'il voulait que Norine soit sa fille unique. Comme son petit sourire faisait plus mal que ses mots. J'ai expliqué les années où j'ai été ignorée, mes idées rejetées, mes contributions minimisées, tandis qu'il louait les projets mal préparés de Norine. J'ai détaillé l'argent, $500 par mois, prélevé sur mes économies, pour maintenir leur magasin à flot. Des nuits blanches à résoudre des problèmes fiscaux, à négocier avec les fournisseurs, à optimiser les opérations, pour se heurter au silence ou au dédain. Puis je suis arrivée au poste de Norine. Les mensonges sur mon travail, ma vie, se répandent comme une traînée de poudre parmi ma famille et mes amis. Mon grand-père écoutait, son visage se durcissant à chaque mot. Ses mains, calleuses à cause de décennies de travaux de construction, se sont serrées en poing lorsque j'ai évoqué le toast de mon père. « Est-ce qu'ils ont dit ça devant tout le monde ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque un grognement. J'ai hoché la tête, sortant mon téléphone pour montrer les captures d'écran des messages de Norine, que j'avais enregistrés avant de la bloquer. Certains pensent qu'ils sont irremplaçables, peut-on lire, suivi de commentaires de cousins qui avaient parlé sa version. Un autre article insinuait que j'étais instable, traînant ma carrière dans la boue. Les yeux de mon grand-père se plissèrent, la mâchoire serrée. Ce n'est pas de la famille. C'est de la triche. Il se releva, faisant les 100 pas, sa fureur presque palpable. Mon grand-père avait bâti une petite fortune foncière et immobilière en Floride, quelques maisons à louer et une richesse qui n'était pas un secret dans la famille. J'avais toujours prévu de tout partager entre les enfants, y compris mon père, avec une part pour Norine et moi. Mais maintenant, il secoua la tête. J'ai vu comment il te traite. Je pensais que ça irait mieux,
Mais ça, c'est impardonnable. Il se rassit, la voix ferme, mais remplie d'une détermination inébranlable. Je vais changer le testament. Il ne mérite pas un centime. Je n'ai pas eu besoin d'insister. Ce n'était pas nécessaire. Le même après-midi, mon grand-père a appelé son avocat, un homme efficace en costume, arrivé quelques heures plus tard. Je suis resté silencieux pendant qu'il discutait des changements. Mon grand-père a été clair, mon père, ma mère et Norine étaient absents. Le terrain, l'immobilier, tout m'irait, avec une partie reversée à une association caritative locale qu'il soutenait depuis des années. Tu le mérites, dit-il, les yeux doux mais sans compromis. Pas seulement à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es. J'ai avalé difficilement, le poids de ces mots s'enfonçant en moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vue. Et il ne s'est pas arrêté là. J'ai demandé des détails sur les finances du magasin, combien j'avais donné, comment il dépendait de moi. Quand je lui ai expliqué les $500 par mois et le travail non rémunéré, il a encore secoué la tête. Ils couleront sans toi. Ce n'était pas par pitié, c'était sûr. Laissez-les couler. J'ai hoché la tête, sachant qu'il avait raison. Le magasin était déjà sous le choc, sans mon soutien, il serait confronté à des amendes fiscales et à des dettes envers des fournisseurs que j'avais tenus à distance. Le lendemain, je retournai à Chicago, plus déterminé que jamais. Je n'ai appelé ni mon père, ni ma mère, ni Norine. Je n'ai pas vérifié mes emails ou mes messages. Le magasin n'était plus mon problème. Laissez-les s'occuper des audits, des factures en retard, du désordre qu'ils ont ignoré pendant des années. Je me sentais plus léger, comme si j'avais abandonné un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Norine n'a pas mis longtemps à récolter ce qu'elle avait semé. Je n'ai plus hésité à le suivre, et ses collègues, les mêmes qui riaient de ses blagues et partageaient ses messages, ont commencé à chuchoter ses versions exagérées de la vérité. Elle a eu du mal à sauver la face, mais personne d'autre n'a cru à ses excuses boiteuses. Chaque mensonge qu'elle répandait à mon sujet revenait comme un boomerang, et cette fois, il n'y avait personne pour la soutenir. Mes parents, à leur tour, ont dû payer le prix de leur propre choix. Sans les revenus du magasin qu'ils tenaient à maintenir ouvert par fierté plutôt que par profit, les dettes qu'ils ont accumulées au fil des années, résultat de mauvaises décisions et de l'illusion que je serais toujours là pour combler les trous, les ont complètement engloutis. Ils avaient hypothéqué la maison une seconde fois, pariant sur ma rédemption éternelle. Sans mon soutien, les versements ont commencé à échouer. La banque n'a eu aucune pitié, elle a saisi la modeste propriété de 3 chambres où ils vivaient depuis des décennies. J'ai vu la photo dans le journal local, le panneau, vendu par forclusion, cloué sur la porte d'entrée, comme une épitaphe pour des années de négligence. Ils ont emménagé dans un appartement exigu, leurs affaires entassées dans un débarras bon marché. Les proches qui autrefois applaudissaient chacun de leurs mots détournaient désormais le regard lorsqu'ils les voyaient. Un oncle, celui-là même qui avait levé le verre lors du dîner d'anniversaire, a confronté mon père lors d'un barbecue familial, tu l'as repoussé. Pourquoi? Ma mère a bien sûr essayé de jouer à la victime en m'accusant d'abandon, mais les preuves étaient toutes là, relevés bancaires montrant mes virements, mailles de conseils ignorés, messages me prévenant des risques. Personne ne la croyait plus. Leurs cousins ont arrêté de les inviter au déjeuner du dimanche. Leurs appels sont allés directement sur la messagerie vocale. Grand-père n'a pas bougé d'un pouce. J'ai entendu parler de la faillite du magasin par un ami de Chicago, mais il n'a appelé ni mon père, ni ma mère, ni Norine. Au lieu de cela, j'ai reçu une lettre de sa part, manuscrite, avec l'entête du notaire sur l'enveloppe. C'est fait, dit-il sèchement. La terre et la propriété vous appartiennent, une partie étant reversée à des œuvres caritatives. Ils ne verront pas un centime. J'avais coupé tous les liens, sans aucun retour en arrière. Ce n'était pas une vengeance, c'était la justice, quelque chose qu'ils ne m'ont jamais donné. Lorsque ma mère l'a appelé pour lui demander audience, grand-père a été direct, tu as fait ton lit. Maintenant, allonge-toi dedans. Puis j'ai raccroché. Norine a essayé de lui envoyer un message mais il a bloqué son numéro. Mon père n'a même pas essayé trop fier ou trop honteux pour en assumer les conséquences.
Je ne me suis pas impliquée. Ce n'était plus mon combat. Alors qu'il coulait, j'ai continué. Ma carrière de directeur financier a décollé. J'ai conclu un contrat d'1 million de dollars avec une start-up technologique qui a fait confiance à mon instinct et je ne l'ai pas regretté. Après des mois de nuits blanches et de négociations acharnées, j'ai réussi à restructurer leur budget, évitant une expansion risquée qui les conduirait à la faillite. Ma patronne m'a convoqué dans son bureau, chose rare, avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. « Vous irez loin », a-t-il déclaré, faisant allusion à une promotion au poste de cadre supérieur. L'augmentation n'était pas seulement financière, c'était la confirmation qu'ils n'avaient pas besoin de leur soutien pour gagner. Je construisais quelque chose de solide, quelque chose qui m'était propre. En dehors du travail, ma vie a pris une forme que je n'aurais jamais imaginée possible. Kathleen est devenue mon présentatrice, toujours là avec un petit message ou un café pour me rappeler que je n'étais pas seule. Nos réunions dans notre restaurant préféré, partageant des crêpes et riant de leur folle campagne marketing ou de mes rencontres maladroites avec des clients, étaient de petites oasis de normalité. Son soutien n'était pas brillant, il était constant, du genre à faciliter la respiration. Et puis est arrivé Brian. Un ingénieur en structure rencontré lors d'un événement de réseautage, trop calme pour son environnement, avec un humour sec qui m'a surpris. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit club de jazz, où il a admis qu'il n'était allé à l'événement que pour échapper à une autre nuit passée à réparer des plans. La troisième fois que nous sommes sortis, nous avions déjà prévu des randonnées le week-end, discutant de tout, de la conception d'un plan à mon rêve d'ouvrir un cabinet de conseil. Au début, Brian ne connaissait pas les sales détails de ma famille, mais au fil du temps, je lui ai tout raconté. Le dîner d'anniversaire, les années d'effacement, les mensonges de Noreen se sont propagés comme un poison. Il écoutait, sa main ferme sur la mienne, sans essayer de résoudre le problème avec des phrases vides de sens. « Vous êtes plus fort qu'ils ne le comprendront jamais », a-t-il dit un jour, doucement mais avec une conviction qui m'a touchée. Ce n'était pas que des mots, c'était le genre de croyance que je n'avais jamais eue de la part de mon père, de ma mère ou de Noreen. Avec Kathleen et Brian, j'ai construit un cercle qui ressemblait enfin à un foyer et non à un champ de bataille. Je n'ai pas cherché mes parents ni ma sœur, et ils n'ont pas non plus essayé de me retrouver. Un cousin a déclaré, presque comme une rumeur, que mon père travaillait de nuit dans un entrepôt, que ma mère vendait des objets artisanaux en ligne pour payer le loyer, que Noreen avait été rejetée d'un énième entretien. Je ne me sentais pas désolée. Ils ont eu des années pour me traiter comme une famille, pour valoriser ce que je leur proposais. Au lieu de cela, ils ont choisi de me piétiner tout en élevant Noreen sur un piédestal de mensonges. Leur silence n'était plus qu'un autre choix et je ne la laisserai plus me faire du mal. Grand-père m'a envoyé une carte postale de Floride, avec un petit mot, « Fier de toi ». Je n'avais besoin de rien d'autre. Je ne voulais pas d'excuses ou de justifications. J'avais besoin de gens qui me verraient tel que j'étais, pas comme un coffre-fort ou un bouc émissaire. La leçon a fait mal, mais elle était claire, valorisez ceux qui vous aiment vraiment, pas ceux qui vous utilisent. Pendant des années, j'ai recherché le respect de ma famille, pensant que si je donnais assez d'argent, assez de temps et assez d'efforts, ils verraient enfin ma valeur. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont tout pris et n'ont rien rendu ni gratitude, ni loyauté, ni amour. Kathleen, Brian, grand-père, c'était eux qui comptaient. Ceux qui se sont présentés sans condition, sans arrière-pensée. Cette vérité a tout changé. J'ai arrêté de chercher la validation de ceux qui ne le donneraient jamais et j'ai commencé à investir dans ceux qui me le proposaient déjà. Ma vie n'était pas parfaite, le travail était toujours exigeant et il y avait des jours où je doutais de moi, me demandant si j'avais été trop dure. Mais ensuite je me suis souvenu du toast de mon père, du sourire triomphant de Noreen, du silence complice de ma mère. Je me suis souvenu des années où j'étais invisible, des mensonges qu'ils répandaient pour sauver leur peau. Je n'étais pas le méchant dans cette histoire. J'étais le seul à avoir eu le courage de sortir et de me sauver. Et pour la première fois, j'allais mieux grâce à ça. Mon appartement, autrefois lieu de nuit blanche et d'anxiété, est devenu un refuge rempli des rires de Brian et des mauvaises blagues de Kathleen. Ma carrière,
autrefois un moyen de leur prouver quelque chose, est devenu une véritable source de fierté, une preuve de ce dont j'étais capable lorsque j'ai arrêté de porter le poids des autres. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, dites-moi, que feriez-vous à ma place? Laissez-le dans les commentaires, et si cette histoire vous a marqué, pensez à vous abonner pour plus de réflexions comme celle-ci. Parce qu'en fin de compte, nous n'avons qu'une seule vie et elle est trop courte pour la consacrer à quelqu'un qui ne la mérite pas.